des fossés énormes entre la taille de l'industrie et ce qu'il faut pour y arriver. Il y a des trous dans notre financement, dans l'innovation, pour pouvoir arriver à faire tout cela dans les délais. Il y a l'inertie et les obstacles que représente la vieille façon de faire les choses, non seulement les obstacles que représente la réglementation de l'industrie, mais également des obstacles dans l'industrie même à cause des vieilles méthodes qui résistent aux nouvelles pratiques et aux nouvelles technologies. Et il faudra régler tous ces problèmes pour pouvoir arriver à transformer notre parc immobilier d'ici 2050. Et il faut établir une distinction claire entre le parc immobilier actuel et les maisons qui vont être construites d'ici 2030-2050, parce que les trois quarts des maisons qui seront là en 2030 sont déjà là. La technologie et les plans d'affaires varient dans ces deux segments, donc il faut s'y prendre différemment parce qu'il y a une différence entre les tours d'habitation et les maisons unifamiliales, et il faut le reconnaître. Et le contexte compte. Ça a été évoqué de diverses façons. D'abord, on veut une stratégie nationale et qui doit être en fait appliquée partout au Canada, mais tout en respectant les spécificités locales, parce que de toute façon, le logement, c'est une grosse partie de notre mode de vie. Et si on veut changer les choses sur un plan aussi large, c'est en fait changer notre façon de vivre. On a dressé une courte liste de priorités sur laquelle doit focaliser la stratégie. La priorité qui revenait constamment, c'est d'avoir du leadership. Lorsqu'on a une industrie et un secteur pareil, avec des façons de faire très compartimentées et tout le monde faisant ce qu'il veut, il est important qu'il y ait un leadership solide avec des cibles bien définies. Et dans notre groupe, on a beaucoup appuyé l'idée de revenir au rôle de leader que la SCHL a joué dans le passé dans le secteur du logement, allant au-delà de son rôle dans le financement et l'assurance pour faire preuve de leadership dans les politiques qu'il nous faut maintenant si on veut que le secteur du logement apporte sa juste part à la réalisation de nos cibles pour le climat et l'environnement. Vu cet écart entre où nous nous situons et où nous voulons aller, il nous faut de l'éducation, de la formation, et nous pensons qu'on avoisine qu'il faudrait peut-être 1 million de travailleurs pour faire cela au cours des 30 prochaines années. Et on pense pouvoir régler le problème du chômage au pays en relevant ce défi de modernisation pour assurer l'efficacité éco-énergétique des maisons. Il faudra des milliards de dollars en investissement par an, peut-être des centaines de milliards de dollars sur 30 ans pour y arriver. Et c'est comparable aux investissements qu'on a déjà eus dans le secteur du logement, mais il faudra l'orienter afin de réaliser la viabilité qu'on s'est fixée comme cible. Il va falloir trouver des façons novatrices pour régler le problème des incitatives variables entre les constructeurs et les résidents dans ces édifices. Et il faudra peut-être augmenter le rythme de l'activité de la construction. Je pense que cela couvre, sur un niveau général, une discussion difficile à résumer en 2-3 minutes. Il y avait beaucoup de nuances. Et je termine sur ce message qui revenait constamment, à savoir qu'à la fin, il faut avoir de meilleurs logements. On ne peut pas juste avoir des maisons plus viables et à faible carbone. Nous pouvons dire qu'il faut vivre mieux et de façon plus durable et vendre cette idée. Et à la fin, si on peut faire des maisons résilientes, des maisons meilleures et réaliser ces chiffres 2020-2050 et respecter et améliorer notre capacité industrielle au Canada, ce serait déjà beaucoup. Merci, Ralph. Merci pour le défi et merci de nous rappeler l'historique de la SCHL.
Maintenant, on va entendre le groupe qui a étudié l'itinérance et c'est Stephen Gates qu'on invite sur le podium. Merci. On m'a dit que j'ai 2 minutes. Oui, en tant que chercheur, je me suis dit qu'en prenant l'inflation et la croissance démographique en compte, ça devient 3 minutes. Notre groupe a étudié l'itinérance et je vais commencer par dire des vérités incontournables. Lorsqu'on parle de la stratégie nationale sur le logement, bon, il faut comprendre qu'on parle là du logement et non pas de l'itinérance. Je dois dire que si vous avez une stratégie nationale pour le logement qui ne tient pas compte de l'itinérance, alors ce ne serait plus national, parce que ça ne tient pas compte des besoins de nos citoyens les plus vulnérables. Et ce ne serait plus une question de logement parce que ça ne tient pas compte de leurs besoins en logement. Et ce ne serait pas stratégique. Donc, dans notre stratégie nationale sur le logement, il faut focaliser sur l'itinérance à l'intérieur de la stratégie. Au Canada, cela signifie faire les choses un peu différemment. Je dis toujours qu'il y a 3 choses qu'on peut faire pour régler le problème de l'itinérance: la prévention, et puis il faut une intervention d'urgence parce que les gens vont connaître des choses, il va arriver des choses mauvaises aux gens. Et puis, depuis 30 ans, la plupart de nos efforts ont été concentrés au milieu, c'est-à-dire les interventions d'urgence, ce qui veut dire que les gens sont donc embourbés dans l'itinérance, des fois pendant 20 ans, et on a commencé à privilégier l'accès au logement, ce qui est bien, mais on n'a pas beaucoup fait du côté de la prévention. Avec la stratégie nationale sur le logement, là, c'est une occasion pour le gouvernement du Canada de faire preuve de leadership au Canada en changeant la situation. Dans notre groupe, on a trouvé 3 choses à faire. D'abord, que le gouvernement du Canada mette en place un conseil interagences du Canada sur l'itinérance créé par loi et qui ferait rapport au Premier ministre. Et cette agence exigerait des différents groupes du gouvernement qui devraient intervenir pour régler le problème de l'itinérance, de dire ce qu'ils font pour régler ce problème. Par exemple, le ministère de la Justice, de la Santé, et pas seulement le ministère du Logement ou le ministère qui s'occupe du logement, et le ministère qui s'occupe de l'emploi également. Les rapports devraient donc être présentés au Premier ministre pour faire un changement de cap. Notre deuxième argument, c'est que le gouvernement du Canada devrait planifier et appliquer un cadre de prévention de l'itinérance. Cela ferait que le Canada ne soit plus à la traîne des États-Unis et deviendrait en fait un leader. La prévention, c'est là où ça se joue. On ne fait pas assez pour prévenir l'itinérance. On continue d'avoir les meilleurs programmes au monde, mais tant que l'itinérance continue d'être un phénomène, alors on va continuer dans la même démarche et il nous faut focaliser sur la prévention. Il y a eu de bonnes idées sur la façon de faire cela et le Canada peut devenir un leader dans ce domaine. Et la troisième chose que nous avons identifiée, c'est qu'avec chaque palier de gouvernement, fédéral, provincial ou territorial, communautaire, municipal, local, autochtone, il faut des stratégies bien pensées pour empêcher ou prévenir l'itinérance et qui ne se limite pas à des plans communautaires. Il faut penser à l'intégration des services, à ce que nous pouvons faire pour changer la donne et réduire l'incidence de l'itinérance. Parce qu'au Canada, je pense qu'on est devenu un peu complaisant. On s'est dit, on est résigné, on se dit que l'itinérance sera toujours là, mais ce n'est pas le cas. Au Canada, si on veut mettre fin à l'itinérance, alors on pourra le faire si on le veut. C'est là où le gouvernement du Canada peut faire preuve d'un bon leadership en changeant la donne. Et ça, c'était 3 minutes. Thank you, Stephen. Oui, en fait, c'est déchirant. Et Somerville, je crois que j'ai mieux prononcé ça que tout à l'heure. Je suis désolée de massacrer votre nom comme cela. Alors vous allez nous parler d'abordabilité dans les marchés à prix élevés. Alors, je vais commencer par des remerciements au gouvernement, au ministre Duclos, à son bureau, à la CHL, d'avoir organisé tout ceci. Alors, je ne sais pas s'ils vont en apprendre autant que j'ai appris de tout ce processus et des interactions
avec une grande diversité de collègues. Ça a été extrêmement édifiant, bon échange d'idées et ça devrait aider avec la stratégie. Notre groupe s'est penché sur plusieurs domaines. Nous, c'était donc l'abordabilité dans les marchés à prix élevé. On a commencé par reconnaître qu'au niveau de l'offre, il fallait aider, augmenter l'offre le plus rapidement possible. Et on a vu qu'il y avait besoin d'utiliser la carotte et le bâton pour les villes, pour les provinces, pour qu'elles aient plus à offrir. Et plus d'offres, ça veut dire une plus grande densité, ça veut dire donc plus de problèmes au niveau du changement climatique. Ensuite, il y a toute la question de la densité, justement, et de la gestion des attentes. Donc, d'un côté, ça va aider les gens à s'ajuster au fait qu'ils ne vivront peut-être pas dans un logement semblable à celui de leurs parents ou de leurs grands-parents, que les municipalités vont devoir amener les gens à changer leurs attentes au plan de leur logement. Ensuite, il faudra des changements au niveau des attentes pour les résidences actuelles. Donc ceux qui sont propriétaires et qui ont grandement bénéficié de l'augmentation des prix vont devoir accepter des changements dans leur quartier parce que le statu quo n'est pas supportable. Et ça nous amène à cette notion des nantis par rapport aux autres et ce que le fédéral peut faire. Les nantis, ce sont ceux qui ont un logement, qui sont propriétaires, qui ont beaucoup bénéficié de l'augmentation de l'immobilier dans les prix, dans les villes où les prix sont élevés. Et puis, il y a les autres. Et donc, ce sont des segments qui ont des besoins très différents au niveau de la réponse du fédéral. Pour ceux qui ne sont pas nantis, eh bien, ce sont ceux qui n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, sous la forme qu'ils veulent, là où ils veulent. Ils ne peuvent pas avoir accès au marché. Ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Et là, on pense que le rôle du fédéral, c'est d'aider le marché à leur fournir les meilleures options possibles, s'assurer que le marché fonctionne comme il faut. Le deuxième groupe, ce sont les non-nantis aussi, mais face à un marché qui ne leur donnera pas un produit à un prix qu'ils peuvent se permettre. Il y a beaucoup de gens à faible revenu avec dans cette ère d'inégalité qui sont abandonnés en fait, laissés pour compte. Et donc il faut beaucoup de choses de la part du fédéral pour les aider au niveau de leurs revenus et aussi de leur logement. Et ensuite, il y a la question de l'information et des données. Le besoin d'avoir des données complètes, accessibles, qui permettent aux gens, au gouvernement et à l'extérieur du gouvernement de mesurer la demande. Donc savoir qui achète, quel logement, où, pour quelles raisons. On a beaucoup de questions, notamment en ce qui concerne les achats à partir de capitaux étrangers. Et on pense que ce sera un moins grand problème à l'avenir toutefois. Et puis, autre domaine pour les données, c'est les modèles et les gabarits. Beaucoup de gouvernements, comme les entités comme les commissions scolaires, ont des actifs qui pourraient servir pour le logement, mais ils n'ont pas de modèle pour collaborer avec le secteur privé. Donc, avoir un gabarit pour permettre aux commissions scolaires de mieux utiliser leurs actifs sous-utilisés. Et autre domaine pour l'offre, eh bien là, l'idée, c'est la sécurité du logement, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait de locations qui permettent aux locataires d'avoir une certaine sécurité. Donc, il faut s'attaquer à des segments manquants au niveau de la chaîne de l'offre et de la demande.
Et ça, c'est particulièrement aigu, ce problème, dans les marchés à prix élevés, parce que c'est là où des gens qui seraient prêts à acheter ne peuvent pas se le permettre. Et donc, il faut qu'ils aillent dans le marché locatif. Et ce que propose le marché locatif ne correspond pas à leurs besoins. Donc, je pense que ça, c'est le résumé du groupe avec lequel j'étais. Et si je me suis trompée, je suis sûre qu'ils me tireront dessus au moment où je quitte l'estrade. Merci. Très bon commentaire. Je dois vous dire que j'ai hâte de voir vos idées pour pouvoir répondre aux questions de Monsieur Duclos. Donc, on va regarder cela de près. Alors, le sujet suivant, eh bien, c'est le financement novateur, le financement social. Monsieur Coliveau. Bien sûr. Je voudrais moi aussi remercier Monsieur Duclos et la SCHL d'avoir organisé cet événement. C'est une très bonne chose. Depuis quelques années, les choses n'étaient pas si faciles pour se rencontrer et avoir des discussions. Et donc, j'en suis heureux. Ce n'est pas le résultat au fait qui découle des délibérations de mon atelier, c'est plutôt mes commentaires personnels. Mais en tout cas, on en a été heureux. Alors, pour notre groupe, on a voulu dire aussi merci beaucoup d'avoir posé la question parce qu'il y a toute la dimension des droits humains. Ça a permis d'aller dans une autre direction. Alors, je vais faire un rapport très bref. La réponse est oui, le logement, c'est un droit humain. Et oui, il faut l'aborder de cette perspective. Toute la stratégie doit être vue comme le respect d'un droit humain. Et puis aussi, dans les groupes qui ont été les plus touchés, les plus mal desservis, parce que justement on n'abordait pas les choses sous cet angle, eh bien ce sont les communautés autochtones dans notre société. Les autochtones, on doit les voir, enfin le problème du logement des autochtones, c'est un problème de droit et ça doit s'inscrire dans tous les efforts pour les efforts de réconciliation avec les autochtones. Donc on pensait que ça c'était essentiel. Et puis maintenant, c'est un droit humain et à ce titre, tout le processus, toute la définition de la stratégie doit prendre cela en compte et également au niveau de sa mise en œuvre. Maintenant, du point de vue technique, comment ça devrait se passer? Eh bien, il devrait y avoir un cadre législatif qui stipule que le logement est un droit humain. Donc, il devrait y avoir des mécanismes pour empêcher la discrimination au plan financier, au plan social, etc., qui empêchent les gens d'avoir accès au logement. Il devrait aussi y avoir un cadre de responsabilisation qui vous permette de contester les choses. Si vous avez le sentiment que ce droit n'est pas respecté, il devrait y avoir un organisme quelque part pour vous permettre de vous pourvoir en appel, par exemple. Il devrait y avoir un système de suivi, de contrôle pour voir quels sont les résultats des programmes qui ont été mis en place pour arriver à cet objectif. Et il devrait aussi y avoir de la sensibilisation qui soit faite auprès des promoteurs immobiliers. Et puis le financement, évidemment, parce que tout cela doit se faire de façon canadienne, c'est-à-dire tout le monde fait sa part, tout le monde partage dans un grand esprit de collaboration. En tout cas, les provinces, les municipalités, les promoteurs doivent tous se mettre d'accord sur les résultats et sur un système de contrôle, de suivi des résultats. Ce matin, la ministre de l'Environnement a fait une déclaration et on comprend que le gouvernement du Canada se penche beaucoup sur la question du changement climatique. On est d'accord et on veut établir le lien au sommet à Paris. J'ai la déclaration qui disait Le développement durable inclut les mesures spécifiques qui réduisent les inégalités sociales et l'exclusion sociale.
So housing is a human right. It's also an environmental. Donc le logement, c'est un droit humain, c'est aussi un droit environnemental. J'arrive presque à la fin. Je ne sais pas très bien combien de temps il me reste encore. Monsieur Duclos et la SCHL nous ont rassemblés pour répondre à plusieurs questions, et notamment quel devrait être le rôle du gouvernement fédéral. Eh bien, le gouvernement fédéral est là pour diriger, pour fixer des objectifs audacieux, pour mettre en place les moyens, les mesures permettant d'arriver à ces objectifs. Et vous, en tant que gouvernement, vous avez accès aux outils financiers et politiques, ainsi qu'un réseau solide de collaborateurs qui sont prêts à travailler avec vous pour arriver à ces objectifs. Le logement est un droit humain, et donc à ce titre, on doit le voir à part égale avec la société et le gouvernement canadien, pour vous assurer que, effectivement, vous reconnaissez le fait que tous les Canadiens ont droit à un logement qu'ils peuvent se permettre. Alors ça, c'est votre déclaration. Alors, gouvernement, nous sommes prêts à travailler avec vous. J'ai fait... Vos idées et bien vos défis. D'ailleurs, le prochain groupe était censé examiner, je m'excuse devant Sharon, parce que Stéphane vient de répondre à la question. Quel est le rôle du fédéral dans le logement? Au podium, s'il vous plaît, je suis confiant que vous avez d'autres idées à partager avec nous. La question, c'est à quoi ressemblerait le rôle du leader du gouvernement fédéral? Je suis vraiment ravi d'être ici. Je vois une salle remplie, enfin presque remplie, de personnes aux cheveux gris, mais qui ont beaucoup contribué à créer ce parc immobilier abordable qu'on a et qui ne sera peut-être pas là à long terme. Donc, beaucoup de nos commentaires porteront sur la viabilité et le renforcement des capacités. Le Canada a un très bon système de logement, probablement envié dans le monde occidental. Mais maintenant, malheureusement, ce système est en crise. Et vraiment, c'est la seule façon de décrire la réalité. Nous pensons que notre seule façon de nous en sortir, c'est de laisser le gouvernement fédéral montrer la voie. Le fédéral doit déterminer et nous montrer cette voie-là. Donc, nous remercions le fédéral d'avoir identifié le problème et de nous avoir posé ce défi. Et nous sommes ravis de donner des conseils. Le fédéral et nous-mêmes, nous tous, nous devons examiner tout le système, non seulement des logements à but non lucratif. Nous devons nous demander comment le secteur privé et le logement locatif se portent, comment améliorer cet environnement, ce qui arrive aux jeunes qui pensaient pouvoir quitter la maison familiale et qui ne le peuvent pas et qui restent chez leurs parents. Et c'est un problème répandu, non seulement ne peuvent se permettre d'acheter une maison à eux, ces jeunes, mais dans beaucoup de villes, ces jeunes sont même incapables de louer un petit appartement. Donc, c'est un gros problème. Mais nous reconnaissons le rôle du fédéral, et nous le reconnaissons, comme les autres l'ont dit, comme un rassembleur qui doit mobiliser notre capacité fiscale comme pays, comme un endroit pour l'innovation et pour le renforcement des capacités, pour faire de la recherche de qualité, comme on l'a vu dans le passé. On a vu des modèles brillants, par exemple en Australie, où on se base sur une approche axée sur l'échange de connaissances, et avec beaucoup de discussions qui alimentent la recherche, et ça donne des résultats, et ça permet d'apprendre tout au long du processus. Renforcer les capacités, c'est important. Réunir les statistiques, c'est important, mais il faut que ce soit à temps. On a vu, par exemple, des statistiques sortir 3 ans après la date espérée. Donc, si on veut demander aux fournisseurs de logements à but non lucratif et les autres de prendre des risques commerciaux pour construire des maisons pour lesquelles il y aura probablement aucune subvention annuelle garantie, il faut savoir ce qu'on fait. Nous devons agir comme gens d'affaires et avec les données nécessaires et des données en temps opportun. Dans mon travail sur le plan international, on voit de plus en plus que beaucoup de logements à but non lucratif
En fait, dans ce secteur, on est en train de regarder ailleurs et de subventionner le travail qu'on fait. Et on voit les constructeurs construire des maisons à vendre là où c'est censé. Et pour faire cela, il faut leur donner les outils nécessaires pour faire un bon travail. Les municipalités sont en crise maintenant. Ce n'est plus un secret, c'est dans les nouvelles chaque jour. Et pourtant, les municipalités jouent un rôle déterminant dans notre réussite dans la construction du logement. Le logement, c'est l'un des moteurs économiques de tout pays. Et ça n'a toujours pas été perçu de cette façon. Nous pouvons faire une contribution de taille à la productivité, à la croissance économique, mais ça dépendra beaucoup de notre approche envers le logement. Et ça dépendra de l'emplacement et de la proximité aux emplois. Si les parents peuvent rentrer à l'école pour pouvoir rentrer du travail pour aider les écoliers et si les étudiants peuvent arriver à l'école à temps, ça aidera la productivité du Canada. Si le temps de la navette pour aller au travail dure trop longtemps, alors ça réduit notre productivité. Nous pensons que le Canada doit fixer des objectifs assez ambitieux, mais nous devons ajouter considérablement au parc immobilier. Il faut construire au moins 50 unités de logement chaque année. Et nous comprenons qu'il faille faire du travail pour rénover le parc immobilier que nous avons déjà et pour voir l'effet sur l'environnement et les autres objectifs majeurs que nous avons mentionnés. Mais en plus de cela, l'offre, c'est un facteur majeur que nous devons examiner. Et il faut commencer à libérer et à offrir ces unités de logement. À un moment donné, le fédéral avait 2,2 milliards de dollars par an. Ça pourrait nous aider, avec l'aide des municipalités, par exemple, à construire à peu près 30 à 35 000 unités de logement par an. Ce n'est pas tout ce que nous réclamons, mais avec le temps, cette quantité va devoir être doublée. Et on ne peut pas jouer avec cela. On ne peut pas dire qu'on va faire cela pour beaucoup moins parce que les coûts sont élevés et nous devons agir courageusement si nous voulons avoir un impact sur la situation. Enfin, nous croyons que nous sommes dans un nouveau paradigme. Nous apprécions ce que la SCHL a fait dans les années 70. Mais ce rôle qui était paternaliste et qui nous a donné l'argent dont il nous fallait, les règles et les règlements pour gérer les maisons, et on devait juste suivre la formule et bâtir des maisons. Évidemment, les groupes ont fait plus que cela. Je n'en disconviens pas. Mais je dis tout simplement que le rôle ne suffit plus à cette époque. Il faut un rôle d'habilitant de nos institutions fédérales. Nous avons besoin de collaboration à travers le Canada. La SCHL ou un autre organisme devrait nous aider à partager nos connaissances. Nous devons être des partenaires à part entière à la table. Le secteur à but non lucratif, le secteur commercial, les municipalités, l'industrie, les provinces et consorts. Je vous remercie et j'espère que j'ai respecté mon temps de parole. Thank you, Sharon. Merci, Sharon. En fait, vous avez respecté le temps qu'on vous avait donné. Merci. J'ai été nommé en janvier 2014 comme directeur de la SCHL et j'ai commencé ce jour-là à regarder un match de hockey à Détroit. Et je sais que je viens de perdre mon auditoire. Et nous sommes en fait des fans. J'ai fait une balade en voiture à Détroit et j'ai vu à quel point le logement pouvait être horrible. C'était ça ma première journée en poste. Et je me suis dit, heureusement que ça n'arrive pas au Canada. Mais j'ai visité les réserves et ça arrive ici. J'ai vu l'avenir et c'est pour cela que nous sommes ici. Merci à vous tous d'avoir consacré tant de temps à ça et d'avoir pris le temps de faire ce travail difficile qui consiste à résumer les discussions. Alors, la suite, la SCHL continuera d'aider le ministre Duclos. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je vous ai oublié. Oh, j'ai vraiment honte de moi. Honte à moi. Merci d'avoir présidé la réunion à mon absence. Alors, David Amboski aimerait venir nous parler du financement novateur et du financement social.
Et mes excuses, David, parce que je veux vraiment vous entendre là-dessus. Désolé, pas de problème. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir d'être ici aujourd'hui et j'ai beaucoup appris de tous ceux qui ont participé à la discussion dans notre séance. Nous avons regardé aux défis qui nous attendent et l'une des conclusions qu'on a tirées, c'est que 2,3 milliards, c'est pas assez. Peut-être que chaque groupe voudrait ce montant rien que pour ces problèmes. On a focalisé sur des choses qui pourraient nous aider à réussir dans le monde du finance. Nous voyons l'accès au capital comme étant déterminant. Si on veut construire les maisons, l'inégalité entre les besoins des petits fournisseurs et les marchés des capitaux, bon, la difficulté d'accéder aux fonds de pension, par exemple. Donc, on a trouvé les capitaux pour financer la construction, les avoirs propres et puis les problèmes liés aux ententes opérationnelles. On ne voulait pas vraiment que le fédéral nous donne plus d'argent. On voulait voir comment avoir accès au financement voulu du côté des avoirs propres et essayer d'assurer l'uniformité des règlements entre les agences et les gouvernements. Nous, on voulait de l'ouverture dans les ententes. On reconnaît également qu'il y a besoin d'être souple. La souplesse est nécessaire parce qu'il y a les conditions du marché qui varient et parce que les différents établissements ont des contraintes variables selon leur emplacement dans les municipalités et les provinces. Donc, il suffisait d'étoffer cela. Du côté des capitaux pour le financement, là, on a dit qu'il fallait trouver un meilleur accès aux capitaux en créant une autorité pour financer le logement. Et là, on a des propositions et on a évoqué la possibilité d'utiliser les obligations pour le développement à des taux inférieurs à ceux qui s'appliquent sur le marché et au besoin d'intégrer tout cela pour avoir accès aux capitaux nécessaires. Et puis, on a pensé aux avoirs propres. Là, on a pensé à créer un fonds d'équité pour le logement abordable. L'idée étant que ce fonds permettra de combler le fossé entre le financement conventionnel, qui représente 75 % et 10 % pour le promoteur privé, et l'écart de 15 % serait représenté par les capitaux patients qui pourront ne pas avoir de rendement sur l'investissement pendant 8 à 15 ans. On reconnaît également que la partie de l'équité pourrait être complétée par la collaboration entre les provinces et les municipalités. Donc, il y a différentes façons d'aborder cette activité. On a également souhaité avoir un guichet unique grâce à la SCHL pour accéder à ces capitaux. Et les gens trouvaient que les ententes opérationnelles sont en fait dépassées et archaïques et qu'il faut les rénover en focalisant sur ce qui est en fait en vigueur actuelle pour les projets qui fonctionnent. Et le problème en partie, c'est que ces ententes n'appuient pas vraiment le capital social et le financement social. C'est très restrictif. L'une des idées avancées, c'était qu'il y ait une analyse de fait pour voir les obstacles et les problèmes, et puis d'aller poser le problème, la question à la banque. Comment changer les choses, comment modifier la structure et les ententes de financement pour qu'il y ait le financement conventionnel en plus du financement social. Donc, dans notre groupe, on a évoqué l'idée d'avoir une coentreprise pour réduire les obstacles qu'on trouve souvent dans ces ententes opérationnelles. Et je termine là-dessus. Voilà les 3 facteurs. Merci de votre attention. Merci, David, et mes excuses, votre groupe. En fait, on passe beaucoup de temps là-dessus à la SCHL et on va sans aucun doute puiser dans vos idées. Bon, je ne vous raconte pas à nouveau l'histoire des Maple Leaf. On va continuer d'appuyer M. Duclos en analysant les résultats des différentes consultations
ces tables rondes d'experts et une réunion qu'on aura le 19 septembre. Et ce sont toutes ces idées qui vont servir de fondation à la stratégie. Un rapport, ce que nous avons entendu le 22 novembre à l'occasion de la Journée nationale de l'habitation. Il annoncera alors également les prochaines étapes, notamment la demande d'approbation de la stratégie nationale sur le logement par le cabinet. Je ne veux pas dévancer le ministre quant à la date à laquelle on pourra s'attendre à ce que la stratégie soit lancée, donc je vais le laisser répondre à cette question. In the meantime, I want to take this opportunity. Et dans l'intervalle, je voudrais encore une fois vous remercier tous d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé vos idées, votre expertise. On a entendu des idées fantastiques encore tout récemment et on va les partager avec le ministre Duclos et le gouvernement du Canada. Sharon et la SCHL ont parlé du rôle important qu'on joue pour organiser ces consultations, mais je m'en voudrais de ne pas parler de tous ceux qui nous ont aidés à rassembler tous ces experts. Alors à tous mes collègues, merci beaucoup. Encore une fois, merci d'avoir tellement contribué au développement de cette stratégie. Take care. Et bonne soirée.